Et donc, c'est souvent quelque chose que je recommande aux gens qui ont tendance à procrastiner. C'est que plutôt que rajouter du temps, qui est un conseil complètement bidon pour ce genre de profil, c'est l'un des avantages principaux de l'expérience. C'est l'expérience nous permet de savoir ce qui peut être ignoré et à quoi il faut faire vraiment attention. Alors ce week-end, j'ai participé à un mariage et durant cette merveilleuse journée, je me suis posé la question, pourquoi ce mariage démarre-t-il dans les temps ? Après tout, un mariage, c'est un projet et il y a une loi que vous connaissez peut-être, qui est la loi de Hofstadter, qui dit que tout prendra plus de temps que prévu, même quand on connaît la loi de Hofstadter. Donc, c'est quelque chose que vous avez probablement déjà ressenti. Vous estimez à 1 heure la durée d'une tâche et finalement, vous réalisez qu'elle vous en a pris le double, donc vous avez terminé cette tâche en 2 heures, et ça, c'est si tout s'est bien passé. Et donc, si cette loi touche à tous les projets, la plupart des mariages auxquels on participe, on aurait un scénario du genre... le mariage, quand vous recevez l'invitation, a lieu peut-être le 8 juillet et un mois avant, vous avez les mariés qui vous contactent un peu honteux et ils vous disent « Bon, finalement, ce ne sera pas le 8 juillet, mais ce sera le 15 juillet. » Mais moi, personnellement, je n'ai jamais été dans ce genre de scénario. Et donc, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui amplifie la loi de Hofstadter ? Qu'est-ce qui fait que certains projets ont tendance à prendre plus de retard que d'autres ? Et donc, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 4 éléments que j'ai trouvés, que j'ai pu observer dans les projets auxquels j'ai participé et que j'ai également menés. Et à la fin de cette vidéo, je donne une hypothèse qui explique pourquoi les mariages démarrent dans les temps et surtout pourquoi les mariés sont heureux le jour de leur mariage. Voilà. Donc, pourquoi les projets prennent-ils du retard ? Et qu'est-ce qui fait que la loi de Hofstadter, qu'est-ce qui amplifie, qu'est-ce qui alimente, qu'est-ce qui nourrit la loi de Hofstadter ? Alors, pour moi, le premier élément, c'est l'inexpérience. Le problème avec l'inexpérience, c'est qu'on ne sait pas ce qui peut être ignoré au sein d'un projet. D'ailleurs, à mon avis, c'est l'un des avantages principaux de l'expérience. C'est l'expérience nous permet de savoir ce qui peut être ignoré et à quoi il faut faire vraiment attention. Et donc, quand on n'a pas d'expérience et que l'on se lance dans un projet, forcément, on aura de la peine à évaluer la durée d'une tâche. Et donc, la solution par rapport à ça, c'est de s'entourer de personnes qui ont réalisé plusieurs fois ce projet et essayer de leur poser des questions, essayer de s'inspirer de ces personnes, essayer de suivre leurs recommandations afin de mieux évaluer la durée d'un projet. Si vous avez le choix entre plusieurs personnes, je vous invite vraiment à prendre une personne qui a peut-être eu des résultats moins remarquables, mais qui a réussi à obtenir plusieurs fois ces résultats-là. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui a réussi une seule fois un coup merveilleux, qui a réussi, je ne sais pas, à lancer une seule entreprise qui a généré énormément de chiffre d'affaires, par exemple, cette personne a simplement peut-être eu de la chance. Évidemment, elle ne le dira jamais. On va blâmer les circonstances, le contexte, les autres, la malchance lorsque l'on échoue et on va se jeter des fleurs, se lancer des fleurs et surtout se féliciter de nos merveilleuses compétences, de nos capacités hors normes lorsque l'on réussit. Et je pense que le monde irait mieux si on inversait, c'est-à-dire quand on réussit, plutôt blâmer la chance, plutôt accuser la chance et quand on échoue, plutôt se remettre en question. Voilà, bon, ça c'était une petite parenthèse que je referme. Donc l'inexpérience, ça c'est le premier point qui fait qu'un projet aura tendance à déborder et à nécessiter beaucoup plus de ressources que ce qui avait été estimé. Le deuxième élément, c'est l'interdépendance. On va prendre un exemple très simple. Si vous et moi, on se donne rendez-vous pour aller manger au restaurant, il y a 4 scénarios possibles. Le premier scénario, c'est nous sommes les deux à l'heure. Très bien, on s'est donné rendez-vous à 19h, donc c'est bien, on est à l'heure, on commence dans les temps. Le deuxième scénario, c'est je suis en retard. Le troisième scénario, c'est vous êtes en retard. Et le dernier scénario, le quatrième scénario, c'est nous sommes les deux en retard. Et donc, sur un projet où il y a une interdépendance, c'est-à-dire il y a 2 personnes qui doivent collaborer pour que le projet puisse avoir lieu dans les temps, quand il y a uniquement 2 personnes dans le projet, il y a 3 chances sur 4 que ça se passe mal. Et vous me direz, Julien, il suffit de s'entourer de gens fiables. Je vous rappelle ce que disait Gareth Hardin. Il disait, l'un des éléments le plus fiable chez les êtres humains, c'est leur manque de fiabilité. Okay. Donc forcément, vous allez me dire, mais il faut s'entourer de gens fiables. Mais oui, le truc, c'est qu'il y a des personnes qui vont arriver en retard, pas parce qu'ils sont
fautifs de ce retard, mais parce que simplement, je ne sais pas, le train est arrivé en retard, leur voiture est tombée en panne. Donc il y a des choses que l'on ne contrôle pas dans un environnement impermanent qui fait que même les personnes qui sont fiables, qui ont de la discipline, vont avoir tendance à ne pas pouvoir être fiable 100%. Okay, et donc là, l'idée ou le point à garder de tout ceci, c'est assurez-vous de réduire au maximum les dépendances. Okay, assurez-vous au maximum de réduire les dépendances et d'avoir une personne de remplacement au cas où, si c'est vraiment une personne ou une compétence qui est critique. Je sais que ce n'est pas toujours possible, je sais que c'est des fois beaucoup trop coûteux, mais quand les enjeux sont importants, c'est intéressant de réfléchir à ça. Le troisième élément qui fait que la loi de Hofstadter grossit à vue d'œil, ou le troisième élément qui amplifie cette loi de Hofstadter, c'est quoi? C'est le manque de contrôle, le manque de discipline. C'est-à-dire que si vous êtes dans un projet, ou même si vous lancez dans un projet et que vous avez de la peine à vous contrôler, donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est vous avez de la peine à agir sur demande, vous avez de la peine à travailler sur vos tâches du jour quand vous avez mal dormi, vous avez tendance à jeter un coup d'œil au frigo, repasser vos chaussettes lorsque vous devez avancer sur une tâche ennuyeuse. Donc en gros, vous êtes en train de procrastiner. Lorsque vous avez tendance à être perfectionniste, lorsque vous avez tendance à avoir des problèmes de concentration. Donc d'une certaine manière, plus le gap, plus l'espace entre ce que vous voulez faire et ce que vous faites est important, et plus vous êtes concerné par ce troisième élément. Donc dans ce cas-là, ma recommandation, elle est simple, c'est que plutôt que vous lancer dans un nouveau projet, c'est plutôt de vous former ou plutôt de chercher de l'aide pour que vous puissiez résoudre ce problème-là. Parce que ce problème-là, il va vous suivre sur tous vos projets. Et c'est vrai que sur le court terme, vous aurez tendance à vous dire « mais je n'avance pas sur un projet », mais sur le long terme, les gains seront considérables. Pourquoi? Parce que finalement, vous aurez résolu un problème, une problématique qui concerne tous vos projets, et donc forcément ça aura un impact sur tous vos projets, et pas dans les semaines à venir, mais dans les mois à venir, dans les années à venir, et ceci pour le restant de vos jours. Voilà. Et le dernier élément que j'ai pu identifier qui alimente cette loi de Hofstadter, c'est le contexte instable. Je me souviens, à un moment donné, j'étais en Indonésie, et nous étions sur un bateau, et on a dû attendre 5 heures sur le bateau avant de pouvoir amarrer au port. Donc le capitaine attendait le feu vert du type qui gérait le port. Donc on a dû attendre 5 heures sur ce bateau. C'était quelque chose de totalement imprévisible. Et alors évidemment, on a eu la chance d'avoir un capitaine de cabine qui était plutôt sympa, qui nous a prêté son bureau. Et j'avais un ordinateur sur moi, j'avais de quoi lire. Donc j'ai pu gérer cet imprévu. Mais cette histoire, elle est là pour vous montrer que si vous habitez dans un pays où, quand vous pressez sur un bouton, une fois sur deux, il n'y a pas d'électricité, votre Internet n'est pas instable, ou simplement les gens font des grèves, ou alors il y a des problèmes techniques, logistiques, ou peu importe, des problèmes d'infrastructure qui vous empêchent de vous rendre d'un point A à un point B selon le temps requis, alors évidemment, vous aurez des problèmes lorsque vous allez devoir gérer des projets et surtout mener à bien ces projets dans les temps. Voilà. Donc, cette petite explication n'explique pas pourquoi les mariages démarrent dans les temps. Alors, moi, j'ai une théorie toute simple, c'est une hypothèse, c'est qu'en fait, il y a tellement de pression à démarrer à la date qui a été envoyée à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de convives, qu'en fait, les mariés n'ont pas vraiment le choix. Donc, la pression de ne pas tenir les délais, elle est énorme. Les conséquences, elle est énorme. Et donc, c'est souvent quelque chose que je recommande aux gens qui ont tendance à procrastiner. C'est que plutôt que rajouter du temps, qui est un conseil complètement bidon pour ce genre de profil, c'est plutôt de se dire, OK, comment faire pour augmenter les conséquences de la non-action? Donc là, les conséquences de la non-action pour un mariage, c'est tous vos convives vous prennent pour des grands branleurs. Des gens qui sont inorganisés, qui ne sont pas sérieux, et donc forcément, votre cohérence et votre fiabilité est mise à mal, et c'est quelque chose que l'on n'aime pas en tant qu'humain. Okay, donc ça, c'est la première raison qui font que les mariages démarrent dans les temps, c'est que les conséquences sont très élevées. Une autre raison, c'est que les mariés, sans forcément s'en rendre compte, appliquent le triangle d'or de la gestion de projet, qui consiste à on a 3 éléments qui sont interdépendants, la qualité, les coûts nécessaires pour atteindre cette qualité et les délais. Et quand on est face à ce projet ou face à ce triangle d'or, le but du jeu en tant que chef de projet,
c'est de bloquer l'un des éléments. Et forcément, pour un mariage, quand les invitations sont envoyées, l'élément qui est bloqué, c'est l'élément D, donc les délais. On sait que ce sera par exemple le 8 juillet. Et donc après, on a une marge de manœuvre sur les éléments restants, sur la qualité ou sur les coûts. Et forcément, il y a une interdépendance entre ces différents éléments. Et donc, quand je vais baisser la qualité de mon mariage, je vais tout d'un coup me dire « Ah, j'ai pas besoin d'organiser 36 000 jeux, je vais uniquement en organiser 2. » Et donc, forcément, je m'offre un peu de marge de sécurité qui me permet de tenir les délais. Okay, j'ai fait une vidéo et voire même un article sur le triangle QCD, le triangle d'or. C'est vraiment quelque chose qui est ultra important et je le développe de manière détaillée dans un cours qui se trouve dans la description de cette vidéo. C'est un cours qui s'appelle la méthode des 4P, une méthode qui va vous aider à commencer et terminer vos projets sans vous disperser. Okay, c'est une méthode qui se base sur 4P, 4 étapes que je suis. C'est un cours qui est encore gratuit et qui vous permet également de mettre un pied dans l'Académie de l'organisologie et découvrir finalement la communauté, découvrir qu'il y a des gens comme vous qui galèrent des fois sur des problématiques organisationnelles et surtout qui trouvent des solutions. Okay, donc en fait, la plupart des mariés, ils vont faire quoi? Ils vont, vu que l'échéance est fixe, ils vont jouer sur la qualité ou les coûts. Les coûts, c'est quoi? C'est plutôt que de dépenser, je ne sais pas, 5 heures par semaine pour organiser le mariage. Tout d'un coup, ils vont se dire, oh mon Dieu, ça ne va pas le faire, mais je ne peux pas déplacer la deadline vu que les invitations ont été envoyées. Donc, je vais faire quoi? Je vais passer beaucoup plus de temps sur l'organisation de mon mariage. Et donc, de cette manière, ils arrivent à respecter les délais. Et c'est ma conclusion. C'est la raison peut-être pour laquelle autant de mariés sont ultra heureux le jour de leur mariage. C'est pas parce qu'ils sont amoureux, mais c'est parce qu'ils savent que le calvaire est fini et qu'ils vont enfin pouvoir dormir 8 heures par nuit. Je plaisante évidemment, mais vous voyez l'idée. Donc, je récapitule, la loi de Hofstadter, c'est quelque chose qui touche tous les projets, qui est alimenté par l'inexpérience, par l'interdépendance, par le manque de contrôle de soi, par le contexte instable. Et puis, si vous voulez commencer et terminer des projets dans les temps et ceci sans vous disperser, il y a mon cours qui est en description de cette vidéo et puis on se retrouve dans la suite, dans la prochaine vidéo de ce cours, la méthode des 4P. À tout de suite.